Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui portera sur les conséquences de la crise de 1929 dans la région. La leçon se basera sur un documentaire réalisé par Henri Storck qui s'intitule Misère au Borinage. Mais avant de regarder ce documentaire, nous allons voir un peu qui était Henri Storck. Donc Nicolas, je vais te demander de lire la biographie d'Henri Storck, s'il te plaît. Et bien sûr. Né en 1907 à Ostende, il hérite du goût de la culture et des arts de sa mère. À l'âge de 16 ans, il se voit obligé de quitter l'école pour reprendre l'affaire familiale. Suite à la mort de son père, 3 ans plus tard, il reçoit sa première caméra et ce qui n'était qu'un simple divertissement va vite devenir une vocation. En 1997, il voit le film Moana de Flaherty. Celui-ci sera très déterminant dans sa carrière. Le documentaire que nous allons visionner a été tourné en 1933. Henri Storck décédera en 1929 à l'âge de 92 ans. Merci Nicolas. Donc voilà. Avant de passer au film, je vous ai mis une petite série de questions sur les feuilles. On va vite les lire ensemble. Donc, Isaïne, tu peux me lire la première question s'il te plaît? Oui. Que font les entreprises pour réduire les coûts d'exploitation? Marie, tu peux lire la deuxième? Quel est le salaire gagné par le jeune mineur pour ces 5 journées de 8 heures de travail? Max, la troisième s'il te plaît? Que ne peut-il pas payer? Comment sont-ils contraints de vivre suite à ça? On dirait une classe de primo-arrivants, hein, comme ça. Nico, tu peux me lire la quatrième question s'il te plaît? Ouais, je suis cousin. Quand commence la période de révolte des mineurs du borinage, comment se révolter? Et Elodie, la cinquième. Quels sont les moyens utilisés par les patrons pour lutter contre la révolte? À qui font-ils appel? On va repasser Isaïne pour la sixième s'il te plaît. Comment les mineurs expulsés et au chômage s'organisent-ils pour vivre? Dans quelles conditions? Décrivez leur habitat, l'état de leurs vêtements, leur habitude alimentaire. Et Marie pour la dernière. La crise de 1929 n'a pas touché que les mineurs, leurs familles aussi et surtout les enfants. Quelles sont les conséquences sur les enfants de ceux-ci? Voilà. Et donc, pendant le film, j'aimerais bien que vous essayiez de répondre à ces questions. Donc maintenant, on va regarder ce superbe film. Bon voilà, maintenant que vous avez regardé le film, on va passer à la correction des réponses aux questions. Donc, qui veut bien répondre à la question numéro 1? Le plus enthousiaste, Maxime, il est à la moitié. Donc, que font les entreprises pour réduire leur coût d'exploitation? Elles réduisent les salaires. Il n'y a rien d'autre? Je n'ai plus que ça. Okay. Plus augmentent les heures, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est déjà pas mal, tu as la moitié de la réponse. Ils réduisent les salaires des mineurs 5 fois en 2 ans, mais ils négligent la sécurité aussi dans les mines. Ouais. Donc voilà. Quelqu'un pour la question numéro 2? Okay. Ouais. Vas-y, je t'en prie, Zéline. Donc ils gagnent 73 francs par... ça? Ouais, c'est bien ça. Question numéro 3. La moitié. Ok, c'est bon. Ok, vas-y. Moi j'ai mis que les ouvriers ne savaient pas payer leur loyer. Et donc ils vivaient dans la rue, mais ils étaient accueillis chez des voisins, chez des amis. Ouais, en fait, ça c'était propre. C'est aussi avec l'eau? Ouais, c'est ça. C'est avec la redevance. Donc, ils ne savent pas payer la redevance, donc ils sont contraints de boire l'eau de pluie qui stagne dans les caves ou dans la cuve. Et ils n'ont pas accès à l'électricité. Et pour se chauffer, ils doivent utiliser les planchers ou les volets pour pouvoir se chauffer. La question numéro 4, Nicolas. J'ai rien compris à la question 4. J'ai rien vu. Non, tu n'as pas écouté le film, c'est différent. Je suis déçu, Nicolas.
Mais quelqu'un d'autre pour la question numéro 4? Ils font des grèves, ou bien c'est encore pas grave. C'était quoi? Ils font les grèves, ouais, et ça commence quand? Ok, je vois que ça peut bien en classe. Hein. Bravo. En juin 1932. Voilà. Pour la question numéro 5, quels sont les moyens utilisés par les patrons pour lutter contre la révolte et à qui font-ils appel? Donc, À la police. oui, ils font appel aux forces de l'ordre, ouais. Les huissiers. Aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont construit autour de leur régime? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des barbelés. Ouais, ils ont rehaussé le mur. Ils ont mis des barbelés dessus. Ils font aussi interdire les rassemblements de plus de 5 personnes aussi. Plus de 5. De plus de 5 personnes. C'est pour ça qu'on voyait des mineurs tous assis devant la maison comme ça, par groupe de 5. Qu'est-ce qu'il y a, 5 personnes? Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits. Donc la question numéro 6. Comment les mineurs expulsés au chômage s'organisent-ils pour vivre? Dans quelles conditions? Décrivez leur habitat, l'état de leur revêtement, leur habitude d'alimentaire. Elle touche des allocations par enfant. Nick. Là, je suis sûr que tu peux trouver. Ils vivent dans des baraquements en ruine. Ouais. L'état de leurs vêtements, ils sont à l'avantage. Ouais. Et leur habitude alimentaire, c'est certainement du pain et des patates. Bien joué, Nick. Je suis fier de toi. La question numéro 7. La crise de 1929 n'a pas touché que les mineurs, leurs familles aussi et surtout les enfants. Et quelles sont les conséquences sur leurs enfants? Marie. Ils ont une déficience physique. Donc on voyait qu'ils savaient pas reconnaître des boutons noirs, des boutons blancs. Mais ça peut. Ouais, Une déficience mentale. Ils ont une déficience physique et mentale. Et une déficience physique. Ouais. Ça c'est parfait. Voilà, mais il me semble que vous avez bien écouté, donc on va passer à la conclusion vite fait. Donc en résumé, ce que vous devez retenir des conséquences de la crise de 29 dans la région, c'est que ça a causé une révolte de la classe ouvrière, qu'il y a une dégradation des conditions de vie, vu qu'ils se sont révoltés, ils ont fait la grève, ils ont été virés, et donc ils n'avaient plus d'argent. Il y a une augmentation du taux de chômage, et chez les enfants, ça entraîne une déficience physique et mentale. Voilà. Faut que je répète. Où j'en étais où? Une dégradation des conditions de vie. Faut y aller ou... Ouais. Une augmentation du chômage. Ouais. Et une déficience physique et mentale chez les enfants. Voilà. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. On a assez travaillé. Voilà, donc Jean-Michel vient de terminer sa leçon et il me reste à faire quelques commentaires d'ordre pédagogique et d'ordre méthodologique. Alors, la première chose, c'est que cette leçon est censée s'inscrire dans le cadre d'un cours de 2e année. C'est l'enquête numéro 8 qui porte la révolution industrielle. Donc c'est destiné à des élèves qui ont 13-14 ans, disons, 14 ans au maximum. Donc la première chose que l'on doit faire quand on conçoit une leçon, c'est de veiller à ce que tout ce qui soit présenté dans la leçon soit audible et intelligible par les élèves. Ça, c'est le rôle majeur d'un pédagogue, c'est de se mettre au niveau des élèves. Bon. Alors, la question est de savoir s'il fallait une petite introduction ou pas par rapport à ce documentaire. On peut se mettre dans l'hypothèse, comme Jean-Michel, que ce documentaire, il fallait le voir à l'état brut, de telle manière que les élèves soient quasiment en situation de surprise face à une situation qu'ils ne pouvaient pas imaginer comme ça en Belgique il y a 80 ans.
parce qu'au fond, c'est très récent, hein, tout ça c'est il y a 80 ans, et le Borinage, ben, c'est à côté, hein, je ne sais pas, quelques dizaines de kilomètres, c'est vraiment à côté, hein, c'est la région de Mons, c'est pas très loin. Bon. Première hypothèse, soit on se dit au contraire, les élèves, c'est tellement étranger à leur monde qu'il faut peut-être leur donner un certain nombre de points de repère. Et parmi ces points de repère, on pouvait imaginer, dans le cadre d'une mise en situation, de partir de la situation actuelle, puisque sur le plan pédagogique c'est une chance, mais c'est un désastre sur le plan social, c'est que depuis 2008, comme vous savez, il y a la crise financière, à laquelle a succédé une crise économique, et hélas, cette crise économique a été suivie d'une crise sociale dans laquelle nous sommes. Bon. Je crois que la mise en situation aurait été intéressante de voir, ben voilà, y a-t-il des chômeurs en Belgique à l'heure actuelle? Ont-ils cru de manière importante, leur nombre a-t-il cru de manière importante depuis 1 an ou 2, hein? Et ça permettait peut-être de justifier le choix de la leçon. Puisqu'au fond, Jean-Michel a choisi, enfin, je lui ai imposé, mais enfin, il a comme leçon de voir les conséquences de la crise de 1929. Nous sommes ici en 1932-33, hein, et remarquez, crise de 1929, crise financière 2008, 1932-1933, nous sommes en 2012. Donc vous voyez, on se situe pratiquement à la même distance par rapport à la crise financière que celle de 1929. 3 ou 4 ans, maintenant 3 ou 4 ans aussi. Donc c'est ça qui est intéressant dans la mise en situation, c'est de faire un parallèle, parce que ne l'oubliez pas, un cours d'histoire est destiné à comprendre le présent. Le but, ce n'est pas d'étudier le passé pour le passé, c'est étudier le passé dans la mesure où il peut nous aider à comprendre le présent, nous donner des clés sur le fonctionnement de la société. Bien entendu, ce n'est pas de la sociologie, donc on doit quand même montrer la distance qui nous sépare, et que la crise de 29, ce n'est pas la crise de 2008 quand même. Il y a des éléments communs, mais ce n'est pas la même chose, parce que le monde a quand même progressé, la finance n'est plus la même, la société n'est plus tout à fait la même, heureusement il y a eu des lois sociales depuis 80 ans, etc., etc. Ça on est bien d'accord. Mais donc je crois que tout l'enjeu de la leçon est de partir de la situation actuelle et de montrer au fond quelles sont les ressemblances et les différences par rapport à ce qui s'est passé il y a maintenant 80 ans. Je crois que c'est ça l'enjeu de la leçon. Je dis bien l'enjeu. Donc vous notez, hein, dans votre cours de méthodologie qu'il faut toujours penser à l'enjeu d'une leçon. Et donc ce n'est pas seulement un objectif en termes de compétences, mais c'est aussi un objectif en termes de compréhension du monde actuel, c'est-à-dire même de contenu, hein, de savoir. Alors, ensuite, Jean-Michel a donc, après avoir fait une toute petite présentation en disant que les élèves allaient devoir donc répondre aux questions qui sont posées, il a projeté plutôt le film. Je crois qu'il aurait pu, en tant que professeur, virtuel, mais professeur quand même, peut-être passer entre les bancs pour voir si réellement les élèves que vous jouez ont bien pu répondre aux différentes questions. Comme ça, il aurait pu se rendre compte, avant la correction, eh bien, ce qui était apparemment simple à résoudre et ce qui était compliqué. S'il était passé entre les bancs, il aurait peut-être vu que c'était peut-être toujours les mêmes questions qui posaient problème, alors que d'autres amenaient des réponses faciles. Ça, c'est le rôle d'un professeur aussi, c'est de ne pas laisser le navire naviguer tout seul, mais de passer entre les bancs, parce que je suis sûr qu'il y aurait eu, comment dirais-je, des répétitions dans son observation. Ce serait, tiens, c'est justement la question numéro 3, la question numéro 4, en face de laquelle, justement, il n'y a pas de mots-clés. Alors, question à se poser, soit la formulation de ma question est trop difficile, soit dans le documentaire, la réponse n'est pas assez apparente, mais en toute hypothèse, lui,
devait tenir compte de cet élément pour la correction, parce qu'il savait déjà à l'avance ce que les élèves avaient noté. Ça va, n'oubliez pas que vous êtes des pédagogues maintenant, vous faites des études pour être professeur. Hein? Bon, alors je poursuis. Moi j'aurais, mais j'avoue que ce n'est pas quelque chose de fondamental, j'aurais peut-être posé la question numéro 6 avant les autres. Je parle de la troisième partie de cette question, c'est-à-dire décrivez leur habitat, l'état de leurs vêtements, leurs habitudes alimentaires. Parce que j'ai l'impression que dans les questions que tu as posées, tu as suivi l'ordre chronologique dans lequel les éléments des réponses interviennent dans le film. Or, je crois que dans ton questionnaire, tu ne devais pas mélanger pour brouiller les élèves et pour qu'ils cherchent un petit peu à gauche et à droite. Non, c'est pas ça. Et répondre à des questions, non. C'est simplement parce qu'il peut y avoir une progression d'un ordre logique qui ne suit pas obligatoirement l'ordre chronologique, c'est-à-dire le déroulement du film. Je crois que c'est important pour des jeunes élèves, quand ils ont 13 ou 14 ans, je vous demande de le noter, de toujours veiller à partir des éléments concrets, parce que c'est ça que les élèves vont retenir. Je suis sûr qu'après avoir vu un film comme ça, eh bien, ce dont ils se souviendront, c'est peut-être pas de savoir exactement le salaire, c'est qu'ils vont se souvenir du fait d'avoir vu des enfants qui étaient mal habillés, qui étaient sales. Ils se souviendront peut-être qu'il y avait un docteur qui venait voir s'il n'avait pas la tuberculose. Ils se souviendront sans doute de voir des fils électriques le long desquels coulent des gouttes d'eau, ce qui peut conduire évidemment à des accidents, etc., etc. Ils se souviendront peut-être de l'huissier, mais il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'un huissier qui vient chercher des meubles et qu'il y ait une solidarité entre les travailleurs pour empêcher l'huissier d'embarquer les meubles. Je crois que c'est des choses comme ça que les élèves vont retenir. Ça va ? Donc je crois que tout ce qui est plus abstrait et qui, je dirais, dans la vie quotidienne d'un enfant, d'un adolescent, n'est pas encore parlant, eh bien ça peut faire l'objet de la synthèse du professeur. D'accord ? Les élèves, je crois qu'ils doivent surtout être branchés sur l'observation d'éléments très concrets. Ils voient que, eh bien, pour se laver, on doit utiliser de l'eau qui vient de la cave, qui est sale. Que pour boire, ça ils vont retenir. Et ça, c'est plus marquant que des questions qui doivent être, bien entendu, apparaître à un moment donné, hein, qui concernent leur salaire, quels sont les mouvements de lutte, etc. Ce sont des choses qui vous intéressent parce que vous avez l'âge que vous avez, c'est-à-dire 18, 19, 20 ans, vous comprenez. Mais essayez de vous mettre dans la tête ce que vous aviez dans la tête quand vous aviez 13 ans. Ce que vous auriez retenu, je crois, c'est des éléments concrets concernant les habitats, les vêtements, vous ne croyez pas? Il faut toujours se mettre dans la tête de l'élève, c'est ça faire de la pédagogie. Sinon, vous êtes quelqu'un qui est savant, qui transmet son savoir, mais qui ne se met pas au niveau attendu des élèves. Moi, quand je vous parle, j'ai des propos évidemment nettement plus savants que ce que vous faites faire ici, mais volontairement, moi j'essaie toujours de vous tirer vers le haut. Alors il faut tirer les élèves vers le haut, mais en leur donnant des marchepieds. Il faut leur donner des strapontins, il faut qu'ils puissent monter sur les marches. Une fois que vous leur donnez les marches, alors vous l'expliquez, mais pourquoi? Et alors là, vous pouvez rentrer dans toutes les questions de salaire. Quand il y a des questions de salaire, ça n'a pas beaucoup de sens de poser une question « Combien gagne-t-il » Oui, on peut le noter. Mais alors, il faut obligatoirement que vous notiez combien gagne un ouvrier qui fait le même type de boulot, même s'il n'y a plus de mineurs à l'heure aujourd'hui en Belgique, combien il gagne à l'heure actuelle. Si vous ne faites pas la comparaison, ça n'a pas de sens de dire on gagnait 10 francs à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez que ça dise 10 francs? Déjà, on est à l'époque de l'euro. Donc moi, et vous savez peut-être encore plus ou moins, mais en tout cas moi très clairement ce que c'est qu'un franc. Mais donc, il faut que ce soit... Il faut comparer avec des choses comparables à l'heure actuelle. Vous notez ça? Très important. Il faut toujours mettre en comparaison ce que gagne quelqu'un, un ouvrier qui fait le même boulot à l'heure actuelle, ou un boulot comparable. Vous pouvez prendre un métallo, par exemple. Hein. Ça va? Bon. Alors, ça c'est la deuxième ou la troisième remarque. Alors, toujours pour les réponses. Je crois que
vous avez vu comment Jean-Michel est intervenu. Il était un peu au-dessus de la mêlée. Hein? Il était au-dessus de la mêlée, mais quand on a de jeunes élèves, il faut leur simplifier la vie. Donc, il faut poser des questions dont les réponses peuvent être facilement ramassées en quelques mots-clés. Donc, au tableau, je crois qu'il aurait pu, en dessous des questions ou à côté des questions, faire un tableau, et dans chaque case, par exemple, question 1, question 2, question 3, question 4, vous voyez ça, eh bien, mettre le mot-clé qui est important. Mais il fallait que les réponses soient insérées dans un tableau. Ici, il n'y a aucune place, je le montre à la caméra, pour que les réponses soient notées. Donc c'est un document élève, ceci, mais ça devrait au moins avoir 2 ou 3 pages. Il a tout ramassé sur une seule feuille. Donc moi je crois qu'il aurait fallu au moins laisser de la place en dessous de chacune des réponses pour que les élèves puissent répondre. Ça va? Et alors surtout, lorsque Jean-Michel corrige avec vous, il entend les réponses, mais finalement, qu'est-ce qui va rester comme trace dans le cahier des élèves? Donc la moindre des choses aurait été soit, me semble-t-il, d'écrire au tableau les réponses. N'oubliez pas que quand on a 13 ans, et qu'on entend la réponse d'un condisciple qui va très vite et que le prof dit « Ok », qu'est-ce qui va rester dans le cahier des élèves? Vous imaginez? Il ne va rien rester. Parce que ça allait beaucoup trop vite. Jean-Michel, de ce point de vue-là, s'adressait à des élèves de 5e, 6e, mais il ne s'adressait pas à des élèves de 13 ans. Entendu? Tout ce que je te dis, Jean-Michel, ici, tu as bien conscience que ce sont des conseils que je donne à l'ensemble de la classe. J'essaie de vous dire... Comment? Je le savais très bien, enfin je l'ai... Oui, mais c'est pas compliqué à faire, hein, si tu laisses 3 lignes en dessous de chaque question. À la base, j'avais prévu de leur demander de prendre une feuille, mais j'ai oublié. Oui, imagine, tu aurais des élèves, la première chose, tu dirais, mais monsieur, où écrit-on les réponses? Il t'aurait posé certainement cette... C'est étonnant que aucun d'entre vous n'ait posé la question. Or, vous n'avez pas posé la question simplement parce que vous avez le même âge que votre condisciple, et donc pour vous, ce n'est pas un problème. Mais pour un élève de 13 ans, ce serait un problème. On écrit derrière, on écrit dans le cahier, vous posez tout le temps des questions de ce type-là. Donc, vous notez qu'il faut des consignes extrêmement claires. Ça ne sert à rien de les laisser dans des arrois, les pauvres. Alors, moi je crois que, parce que c'est quand même pas facile quand on écoute un film comme celui-là, quand vous dites quel est le salaire gagné par le jeune mineur pour ses 5 journées de 8 heures de travail, ou que ne peuvent-ils pas payer, comment sont-ils contraints de vivre avec ça, quand commence la période de révolte des mineurs dans le voisinage? Eh bien, je crois que pour leur simplifier la vie, c'est pas plus mal de faire un choix multiple. Vous mettez 3 salaires possibles, ils entourent le bon. Quand vous avez ici que ne peuvent-ils pas payer, vous mettez 3 ou 4 rubriques, le loyer, le chauffage, l'eau, et vous leur demandez, vous entourez ou vous barrez, vous biffez les réponses inutiles. Ça va? C'est beaucoup plus facile pour des élèves. C'est ça, préparer des documents élèves. Préparer des documents élèves, c'est vraiment essayer de leur donner des documents pédagogiques facilement exploitables. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté? Donc, écrire au tableau, avoir une grille, avoir un système de choix multiples. Ensuite, ça valait peut-être la peine aussi de travailler sur la nature du document. Vous savez, et vous avez dû faire ça quand vous étiez en secondaire, il fallait que vous fassiez peut-être la carte d'identité du document. Être capable de distinguer un document écrit, et vous devrez le faire quand vous serez en stage, de toute façon, on ne vous demandera pas votre avis. Hein? Être capable de distinguer la nature du document. Est-ce que c'est un document écrit, iconographique, audiovisuel, etc. C'est prévu dans les socles de compétences, c'est marqué. Donc là, il aurait fallu au moins avoir une question aussi, choix multiple, et les élèves auraient dû barrer ou entourer les mauvaises réponses, barrer les mauvaises réponses ou entourer les bonnes. Ça va? Donc vous notez, ça, il faut travailler sur la nature du document. Alors,
le document qui est devant les yeux, il faut en faire quand même un peu une critique. Quant à l'auteur, est-ce que ce cinéaste, donc Henri Storck, présente est la réalité? Est-il objectif? Donc, dans la présentation du documentaire, et Jean-Michel, j'imagine, a dû le voir, il s'agit d'un documentaire, mais ce n'est pas un documentaire comme à la télévision. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un sondage trottoir ou quoi que ce soit, c'est un vrai film. Donc, c'est-à-dire que, après avoir vu comment les gens vivaient, etc., il a repris comme acteurs les gens qui souffraient vraiment de la crise. Donc tous les gens que vous voyez là sont vraiment des ouvriers. Ce ne sont pas des acteurs professionnels. Mais au moment où on filme, ils jouent leur propre rôle. Mais il n'est pas rentré dans les maisons comme ça en disant, voilà, comme un journaliste, je vais filmer ce que je vois. Non. Il y a une mise en scène. Alors, quant à savoir maintenant si la mise en scène est objective ou pas, ben, je crois qu'effectivement, les gens jouent vraiment leur rôle. Mais vous avez entendu dans le commentaire, quand même, que c'est un commentaire qui est engagé politiquement. Donc ça, il faut quand même que les élèves en soient conscients. Qu'on ait ou pas de la sympathie par rapport à la démarche de ce documentaire, c'est une chose. Mais pour autant, quand le documentaire se termine en disant tous les travailleurs doivent se réunir pour mettre fin à l'exploitation et doivent établir une dictature du prolétariat, c'est quand même pas un propos neutre, vous êtes bien d'accord. Donc ça mérite au moins d'expliquer aux élèves, c'est pas qu'on est pour ou qu'on est contre, c'est pas votre boulot en tant que professeur d'histoire, mais de leur expliquer qui on voit sur la photo qui se trouve dans le fond, c'est Lénine. Qui est Lénine? 15 ans plus tôt, il y a eu la révolution bolchevique en URSS. Bon, Lénine, à ce moment-là, il était mort depuis 9 ans, puisqu'il est mort en 1924. Ensuite, il faut peut-être qu'ils comprennent qui est ce personnage-là qui est peint, que l'on appelle Karl Marx. C'est une peinture assez naïve, mais il faut quand même qu'ils aient un outil, parce que sinon on dirait, mais qui est ce type qu'on promène partout dans le village, avec une grande barque, on voit tous les gens qui ont le poing levé, etc. Il faut leur donner des outils. Ça va? Parce que sinon, ils ne sauront toujours pas qui est Marx et qui est Lénine. Or, ils apparaissent dans le film. On est bien d'accord. Donc, ce sont deux personnages qui jouent exactement le rôle des icônes dans la religion russe ou des saints au Moyen-Âge. Quand on promène, je ne sais pas moi, Sainte-Gertrude, la chasse de Sainte-Gertrude à Nivelles, c'est la même fonction que de promener le portrait peint de Karl Marx. C'est la même fonction, ce sont des icônes. Voilà. Mais ça mérite d'être dit. Alors vous dites, voilà, au Moyen-Âge, on faisait déjà ça. On se promenait avec des statues de saints, et on se promène toujours d'ailleurs, si vous allez en Espagne, etc., ils portent tous une vierge et tout, et vous voyez des tas de gens. Voilà, ça existe toujours, ce genre de choses, mais c'est la même fonction. Pour des gens qui sont à peine alphabétisés, qui sont très peu instruits, et donc ça ne sert à rien de retenir des grands discours. Pour les mobiliser quand on fait de la politique, on se sert évidemment de ce qui est accessible. Et ce qui est accessible à l'entendement des gens, c'est surtout des images. On mobilise avec des mots-clés, avec des images, des choses comme ça. Entendu? Alors je regarde si j'ai encore des choses à dire. Non, je crois avoir dit l'essentiel. Donc vous avez retenu, pour la mise en situation, vous avez retenu également ce que j'ai pu dire d'un point de vue méthodologique et sur les aspects pédagogiques qu'il faudrait évidemment retravailler. Je n'en veux ici à personne, puisque ce n'est pas les personnes qui m'intéressent ici. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez tous de bons conseils pour bien entamer vos stages de l'an prochain. C'est mon seul objectif. À la limite, je me fiche que ce soit X ou Y qui ait été un petit peu maladroit dans sa présentation, ça s'apprend sur le terrain, c'est connu, voilà. Mais je voudrais que vous reteniez quand même bien, sur le plan pédagogique, il faut toujours se mettre au niveau des élèves. C'est ça la pédagogie. Un professeur, c'est pas celui seulement qui sait, c'est celui qui est capable de transmettre. Et pour transmettre, il faut tenir compte, par définition, de son public. Voilà.
il ne faut pas bêtifier, donc il ne faut pas mettre le niveau trop bas, parce que sinon ils vont s'embêter à 100 à l'heure. Hein, mais si vous mettez le niveau trop haut, ils vont aussi s'embêter à 100 à l'heure. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, et c'est pas évident de distinguer ce qu'un élève de 12 ans est capable de recevoir, ce qu'un élève de 14 ans est capable de recevoir, et ce qu'un élève de 16 ans. C'est pas la même chose. Vous avez des tas de cours de psychologie, de pédagogie, de l'apprentissage, de l'adolescence, etc. Et on vous explique quand même qu'en 3 ou 4 ans, ce qui se passe comme révolution psychologique dans la tête des jeunes. Vous vous en rendrez compte, hein, vous verrez ça. Moi je me souviens quand j'avais des premières qui avaient 12 ans, et puis quand j'avais l'heure qui suivait des troisièmes qui avaient 14 ans, ben, je ne pouvais pas tenir le même discours, hein, je ne pouvais pas dire la même chose. Et puis on ne peut même pas les tenir de la même manière. En première c'est des tout petits, en début d'année à 14 ans c'est autre chose. Hein. Voilà, bon, j'ai dit.